On ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est une réalité. La France continue de perdre des parts de marché à l'exportation. Et une étude Rexecode publiée il y a cela quelques jours vient malheureusement nous le rappeler. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Cette étude, ma foi, quand on la lit, elle fait un peu froid dans le dos parce qu'on voit que nos parts de marché à l'exportation continuent de se dégrader quand on se compare aux copains européens. Oui, absolument. C'est implacable. Oui, c'est les chiffres. C'est une étude sur la compétitivité de l'industrie française, la compétitivité du site France, d'une certaine façon. Et donc, on est à 12,9% en part des exportations zone euro. La France représente 13%, on va dire 13% des exportations. Voilà. Et donc c'est de la zone euro vers, pour le coup, d'autres pays de la zone euro ou vers l'extérieur. Exactement. Et donc on est à 12,9, on était à 13,2 en l'année précédente, et donc c'est un plus bas historique. On était à 17 en 2000, ouais. Donc on n'a fait que dégringoler honnêtement. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas tellement un bon signe. Ça tranche un petit peu avec l'euphorie ambiante. Et ça prouve qu'il y a aussi des choses à faire sur le Made in France. Donc c'est bien de recevoir les grands patrons à Versailles, c'est bien. Mais encore une fois, il faut souhaiter que les investissements d'aujourd'hui soient effectivement les exports de demain. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Made in France continue à s'effriter et est en recul, est à la peine. Les causes, encore une fois, c'est compliqué. Quelles sont les causes de ce recul du Made in France à l'étranger? Oui, les causes, elles sont diverses. Parce que, pardon, je vous coupe, mais on a quand même je n'ai pas oublié, 40 milliards d'euros de baisse de charges. Alors avant, il y a beaucoup de hausses de taxes aussi, mais 40, c'est massif, la politique de baisse de charges. C'est de l'offre, c'est la politique de l'offre, ça. Ouais, mais elle ne produit pas ses effets. Sur le long terme, on a malgré tout, si on regarde un facteur important, effectivement, qui est le coût du travail, on a ce que dit cette étude, c'est que le coût du travail a continué à augmenter en France. Alors, ça se comprend d'un côté, les gens ne veulent pas perdre de niveau de salaire et de pouvoir d'achat, mais le coût du travail a augmenté à peu près de 30% dans la zone euro. Il a augmenté en combien de temps? Entre 2000 et 2017. Ouais. Il a augmenté de 29% en France, donc on est à peu près au niveau de la zone euro, mais en Allemagne, on est à 18%. Donc on voit bien qu'au-delà de ça, il y a une stratégie globalement allemande qui regarde tous les critères. Donc on a le critère de qualité sur l'industrie, on a serré sur le coût du travail. Alors ça a eu des conséquences pas forcément positives, mais bon, malgré tout, ça a produit ses effets. Et en revanche, en France, on voit que surtout, on a un petit peu hésité, on n'a pas une stratégie globale et suivie, ce qui fait que le niveau de compétitivité globale du site France s'est dégradé depuis une quinzaine d'années. En partie lié au coût, je vous dis, le rapport entre le coût du travail, entre la France et l'Allemagne s'est dégradé. Il n'y a pas que l'Allemagne. Quand on se compare par rapport à la moyenne en zone euro, la hausse des coûts depuis 20 ans, vous dites, est similaire, semblable au même niveau. Oui, depuis 20 ans, mais c'est vrai que depuis la crise, en revanche, les pays d'Europe du Sud ont fait beaucoup d'efforts sur le coût du travail. Ils ont fait des réformes massives, ils ont baissé les salaires. Plus que nous. Davantage, si vous voulez, je pense que le problème de fond auquel la France est confrontée, c'est qu'on est moins compétitif sur la qualité que l'Allemagne pour plein de raisons. Et en plus, au moment de la crise, les pays d'Europe du Sud ont fait des réformes sur le coût du travail. Et donc on est plus cher, donc on est moins bonne qualité que les Allemands et on est plus cher que les Espagnols et les Italiens. Voilà, exactement. Pour résumer, c'est ça. On est pris entre deux feux. Et en plus, on a une industrie qui est de qualité relativement moyenne. Et c'est vrai que dans cette étude, il y a des éléments intéressants sur le retour des acheteurs, grosso modo, sur la qualité des marques françaises. Et on voit qu'en termes de qualité, on est à un niveau moyen, en fait, dans le ressenti. Et en termes de prix, on est considéré comme cher. Donc il y a une divergence entre on est trop cher par rapport à la qualité des produits. Les sondés, en fait, apparemment, tout ça ressort d'un sondage, c'est ça? Oui, voilà, qui est toujours dans cette étude où on a sondé 500 grands acheteurs, disons, et des entreprises. Et donc il ressort que, grosso modo, les produits de l'industrie française sont trop chers. Pas assez innovants, qualité moyenne est trop chère. Voilà, alors qu'en fait, on est moyenne gamme, quoi. Donc on est pris en étau un petit peu entre cette qualité qui est quand même relativement moyenne. Alors on est des produits français, du coup on a tendance à être aussi un peu plus cher par rapport au niveau de qualité. Et en revanche, on a un coût du travail qui demeure malgré tout plus élevé que l'Italie, que l'Espagne. Si on regarde l'Espagne par exemple, elle a maintenu son niveau d'exportation depuis 2000. Entre 2000 et 2017, le niveau des exportations Espagne, la part des exportations espagnoles dans l'ensemble de la zone euro s'est maintenue. Donc les grands perdants,
Je ne sais pas à quel niveau on est exactement. Enfin, on est en dessous de nous, je pense quand même. Oui, on est en dessous. Ouais. Mais bon, ça s'est maintenu. Donc en relatif, on a perdu. Et c'est le cas de l'Italie. Donc aussi. à qui la faute? Encore une fois, une qualité perçue comme étant pas assez élevée, des prix perçus comme étant trop chers, liés à un coût du travail qui a augmenté plus vite que d'autres compétiteurs, notamment les pays du Sud en zone euro. La faute, on a laissé aussi on a délaissé notre industrie aussi. Il n'y a pas eu vraiment de politique industrielle. Oui, c'est ça. Alors pourtant, c'est dans la bouche de tous les gouvernements successifs. Oui, mais alors c'est vrai que après on paye aussi des politiques qui ont été menées à une époque où effectivement on a dit l'industrie s'est dépassée, on va tout miser sur les services, on va c'était il y a longtemps, ça. Ouais, d'accord, mais c'est vrai que depuis 2000, et depuis, en fait, on a eu des stratégies assez ponctuelles, on a eu beaucoup de communication, on a dit on va développer telle ou telle partie de l'industrie, mais ça n'a jamais été suivi, et y compris dans ce que fait Emmanuel Macron, on n'a pas l'impression fondamentalement. Alors, il y a une prise en compte, effectivement, de la perte de compétitivité, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais c'est vrai qu'on est tellement en retard que il faudrait une véritable politique à long terme en réalité en la matière. Et le problème, c'est que habituellement aussi, c'est le niveau de la monnaie qui permet de. Évidemment, on revient à sa marotte. Non, mais c'est aussi un handicap pour vous, encore une fois, l'euro. Mais alors, il y a deux réponses à ça, vous les connaissez. C'est l'Allemagne aussi, elle a l'euro et pour autant, elle exporte plus. Et quand on regarde la part de marché du Made in France en zone euro, on perd aussi des parts de marché en zone euro. Bah oui, mais justement, et pour le coup, quand on commerce par rapport aux Allemands et Espagnols, l'euro ne rentre pas en ligne de compte. Il n'y a pas de risque de change. Sauf que, alors, il y a le fait que l'euro soit cher, ça c'est un élément, et il y a le problème de la compétitivité. Sur long terme, 1,20 à 1,25, c'est ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, c'est le niveau théorique. Encore, je ne sais pas s'il y a un niveau théorique de l'euro, mais vous voyez, quand on voit par rapport à l'inflation, tout ça, il y a des calculs savants qui sont faits. On dit qu'on est dans sa moyenne historique. Oui, alors bon là ça remonte, donc c'est pas une bonne chose globalement, mais le problème principal, c'est il n'est pas un niveau déraisonnable, ça veut dire. L'euro n'est pas un niveau déraisonnable historiquement. Non, mais le problème fondamental, c'est un problème de compétitivité relative à l'intérieur de la zone euro, parce qu'effectivement les Allemands ont fait leurs réformes à un moment où il y avait de la demande au sein de la zone euro, où il y avait de la croissance, et donc ils ont pu exporter leurs produits à ce moment-là, et ça a permis de compenser l'effet récessif, si vous voulez, des réformes. Alors que nous, on a fait des réformes à un moment où il n'y avait plus de demande à l'extérieur, et où par ailleurs, comme on a tardé, les réformes ont été faites aussi dans les pays du Sud, on est pris en étau, et par ailleurs, on n'a pas de demande qui permettrait de servir de débouchés pour nos exportations. Donc du coup, on a un manque il nous faudrait un appel d'air, en fait, une forme de dopage qui nous permettrait, pendant ce temps-là, de faire des réformes qui sont par définition difficiles. Sauf qu'à l'époque, on avait le franc, on ne faisait pas les réformes et on dévaluait régulièrement, mais les réformes n'étaient pas faites. Et donc on ne sentait rien parce qu'on dévaluait en moyenne, je crois, tous les 7 ans. Il faudrait, dans l'absolu, faire les deux, ou au moins, à défaut de ça, puisque ce n'est pas la pente qui est prise, effectivement, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il fait venir des investissements et ça peut permettre effectivement de garder l'économie européenne à un niveau de flottaison pendant le temps où on reconstitue le tissu industriel. Mais donc, on a la partie investissement et on voudrait avoir davantage la partie reconstitution du tissu industriel. D'autant qu'on finit là-dessus, les 3,5 milliards d'euros annoncés la semaine dernière à Versailles d'investissement se traduiront sur 5 ans en la création de 2000 emplois. 2000 emplois, c'est pas grand-chose quand même. On en a déjà parlé, mais voilà. C'est pas énorme. Allez, merci pour ces explications. Benjamin Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci. Merci David.